si on envisage ce changement de régime alimentaire sur lequel on va revenir nécessairement très très vite, eh bien la réponse est oui. Il y a assez de terre en Europe pour nourrir les 528 millions d'Européens que les projections démographiques disent. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre livre, hein. Il fait à peu près 300 pages. J'aimerais on va en parler du coup, mais en prenant l'angle de certaines questions en particulier, qui sont celles qui viennent un petit peu comme ça spontanément dès qu'on se dit, tiens, on va passer du modèle agrochimique à un modèle agroécologique. Et donc, une des questions qui vient assez spontanément si jamais on présente ce projet-là à des gens, c'est est-ce qu'on peut produire assez de nourriture? Est-ce qu'on ne va pas mourir de faim si jamais on abandonne les pesticides, les intrants de synthèse, les pesticides et les fertilisants de synthèse et ce genre de produits? Est-ce qu'on va pouvoir produire assez de nourriture pour se nourrir et assurer notre souveraineté alimentaire dans le cadre d'un modèle agroécologique? Alors, c'est une question qui est récurrente et qui est par exemple posée dans le cadre de la stratégie actuelle qu'on appelle de la fourche à la fourchette, Farm to Fork Strategy, qui envisage des hypothèses qui ne sont pas aussi poussées que celles de TIFA, mais qui sont analogues sur des réductions de pesticides, de fertilisants, d'élevage, etc. Et vous avez des critiques en disant bah, cette stratégie, par exemple, elle va conduire en effet à affamer l'Europe, à ne pas produire assez. En fait, toute l'analyse qui est faite, vous avez parlé au tout début je ne sais plus quel terme exact vous avez employé, mais c'est la transition de l'agriculture. Et TIFA, en fait, c'est la transition de l'agriculture et du système alimentaire. C'est ça qui est très important à avoir à l'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, si on ne joue que sur le volet production, une Europe agroécologique, c'est moins de production. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une hypothèse qui est honnête, on va dire, hein. Vous avez des gens qui vous vendent plus d'environnement tout en ayant autant, voire plus de production. Nous, on pense que c'est pas possible, c'est pas crédible. Donc, on part des enjeux environnementaux et du coup, ça revient à envisager une baisse de production. Mais pour résoudre l'équation, en fait, c'est un changement de régime alimentaire qu'il faut envisager. Donc, quand on dit est-ce qu'on produit assez, c'est on produit assez par rapport à quoi? Et donc, ça traduit à des hypothèses sur un changement de régime alimentaire. Et donc, si on envisage ce changement de régime alimentaire sur lequel on va revenir nécessairement très très vite, eh bien la réponse est oui. Il y a assez de terre en Europe pour nourrir les 528 millions d'Européens que les projections démographiques disent, ce qui n'était pas un résultat du tout acquis au départ, hein, parce que il aurait pu se faire que les performances de l'agriculture agroécologique qu'on défend, qu'on a calibré par rapport à l'agriculture biologique, ne soient pas suffisantes pour répondre à cette question. Donc notre modélisation, elle permet de répondre à cette question. Donc la réponse est oui, modulo un changement de régime alimentaire. Donc, on va revenir sur la question du changement de régime alimentaire, mais juste avant, je voudrais parler d'un point qui concerne en fait le système actuel, parce qu'on a l'impression justement dans le système actuel que l'Europe est souveraine alimentairement, voire qu'elle exporte sa production alimentaire pour nourrir le reste de la planète. Et vous expliquez en fait dans votre livre que c'est faux. Absolument. Alors, l'Europe, elle produit beaucoup, c'est vrai, avec ses cultures, ses intrants de synthèse, etc. Mais elle s'est aussi développée depuis une cinquantaine d'années dans toutes les formes d'élevage industriel qu'on connaît à travers des vaches laitières qui consomment du maïs et du soja, et puis de manière encore plus nette, si je puis dire, c'est les élevages de poulets et de cochons qu'on voit dans les élevages hors sol, en Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne, etc., dans toutes ces régions-là. Et ces animaux-là, ils consomment les bovins comme les porcins et les volailles, ils consomment beaucoup de produits végétaux. Donc, à commencer par les céréales, à peu près les 2 tiers des céréales qui sont produites en Europe vont pour ces animaux. Puis le problème, c'est qu'il faut compléter la ration, il faut leur donner, en plus des céréales, il faut leur donner à manger du soja. Et donc ce soja, il est importé, ça représente à peu près 20% de la surface agricole utile de l'Europe qui est importée sous forme de soja et qui nourrit ces animaux. Et si on fait le bilan total de ce qui est produit en Europe, donné à ces animaux et de ce qu'on importe en soja, en fait, on arrive à un bilan calorique qui est déficitaire d'à peu près 14%,
donc qui est quand même beaucoup, du fait de ces importations de soja. Donc vous avez raison de le dire, cette image de l'Europe qui produit beaucoup et qui, en produisant beaucoup, a une capacité d'exportation vers le reste du monde, en fait, c'est une image qui est factuellement fausse. C'est l'inverse qui se passe. C'est le reste du monde, on va commencer par le Brésil et les États pardon, desquels on importe du soja. Donc c'est le monde qui nourrit l'Europe et plus précisément, c'est le monde qui nourrit les animaux d'élevage industriel de l'Europe. Et moyennant quoi, ça génère toutes les pollutions qu'on connaît, et on en produit en tellement grande quantité qu'on a un gaspillage alimentaire. Quand vous achetez de la côte de porc ou du poulet à quelques euros le kilo, vous en achetez beaucoup parce que c'est en promotion, et si ça finit dans votre poubelle, c'est pas très très grave d'un point de vue économique, alors que d'un point de vue environnemental et même, je dirais, moral, c'est très très grave. Et est-ce qu'on exporte en fait en Europe à la fin de ce Alors, processus quand même? à la fin de ce processus, oui, il y a des fractions qu'on exporte. On exporte des céréales, pas beaucoup d'ailleurs, mais on exporte quand même un peu de céréales. On exporte 1% de la production mondiale. On exporte quelques produits animaux, mais si on, encore une fois, si on compte le tout, et si on parle pour le coup de souveraineté alimentaire, parce que ce qu'on exporte est loin de compenser ce qu'on importe. Et donc, dans le cadre du scénario TIFA, en revanche, le modèle que vous proposez a pour objectif une souveraineté alimentaire. Alors, exactement, on a quel comme objet, comme hypothèse et comme contrainte d'avoir une souveraineté alimentaire qui repose en fait sur le fait de s'affranchir des importations de soja, globalement. Alors, un point qui est important, une fois qu'on dit ça, on n'envisage pas forcément une Europe autarcique, c'est-à-dire que sur tous les produits comme le cacao, le thé, le café, etc., ce qui peut paraître un petit peu anecdotique, alors qui est anecdotique d'un point de vue de la sécurité alimentaire, on ne mourra pas de faim si on boit plus de café et si on mange plus de chocolat, c'est pas une question. Mais d'un point de vue du bien-être, pourquoi pas. Et deuxièmement, si ce cacao assisté est apporté de manière durable, ça peut aussi se justifier. Donc en tout cas, on ne veut pas défendre l'idée d'une autonomie qui veut forcément dire une autarcie. C'est pas la philosophie. Par contre, il y a une responsabilité en termes de sécurité alimentaire qu'on a voulu tester. Et on a mis aussi comme contrainte le fait de conserver le niveau d'exportation de céréales tel qu'on l'a aujourd'hui et qu'on arrive à conserver du fait de la réduction de la production animale, à commencer par celle des porcs et des volailles, qui sont les principaux consommateurs des céréales, comme je l'ai dit. Donc, on peut garder non seulement devenir plus autonome d'un point de vue de la sécurité alimentaire pour l'Europe, tout en conservant une fraction d'export pour contribuer à un commerce mondial qui soit bien pensé en matière d'agriculture.